Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo un peu tranquille où on va parler de quelques projets de films d'animation qui n'ont pas été concrétisés. Il va s'agir de productions qui ont tenté de concurrencer Disney, et croyez-moi, il y a du lourd. Et puisqu'on en est à parler de Disney, on va évoquer le raz-de-marée provoqué par un certain Blanche-Neige et les 7 nains survenu en 1937. Vous vous demandez sans doute comment un tel succès n'a pas rameuté la concurrence et sérieusement fait de l'ombre à Disney. Eh bien sachez que c'était pourtant bien parti pour. La Paramount va ouvrir le bal avec son studio maison, celui des frères Fleischer, dont on parlera un jour, suivi d'Universal qui va tenter l'aventure du long métrage animé et pas avec n'importe qui. Walter Lantz, à l'origine dessinateur de bande dessinée, se fit rapidement un nom dans l'animation en créant son propre studio et des personnages cultes, parmi lesquels Andy Panda et un certain Woody Woodpecker. On est en 1938 et Disney est en pleine production de Pinocchio et de Fantasia. Lorsque le globe terrestre le plus célèbre du cinéma décide de lancer un long métrage animé, il fait appel à Walter Lantz. Celui-ci avait, 10 ans auparavant, réalisé une séquence d'animation pour le film La Féerie du Jazz. Il trouve rapidement son sujet, une adaptation personnelle du conte d'Aladin d'après Les Mille et Une Nuits. Et pour le casting vocal, on parle du duo comique Abbott et Costello. S'ils ne sont pas aussi connus chez nous que Laurel et Hardy, à l'époque ils représentaient le haut du panier en ce qui concerne la comédie au cinéma. Ils étaient en contrat avec Universal, ce qui a facilité leur participation au film. On ignore cependant quels personnages leur ont été attribués. Est-ce qu'ils se seraient partagé le rôle d'Aladin? Est-ce qu'ils auraient incarné le génie de la bague et celui de la lampe? Allez savoir. Le scénario doit être écrit par Cal Howard, et à prendre avec des pincettes car je ne suis pas sûr de l'information, les chansons auraient été écrites par un certain Frank Churchill, celui-là même qui avait coécrit les chansons de Blanche-Neige. Le projet va définitivement être mis au placard, et ce pour deux raisons. L'entrée en guerre des États-Unis et le fait que le deuxième film des frères Fleischer, D'où ces criquets et d'amour tendre, excellent film au passage, est un gigantesque four au box-office. De plus, les derniers films de Disney n'ont pas rencontré le succès escompté. Walter Lantz travaillera finalement sur des séquences animées de quelques films d'Abbott et Costello. En attendant, la perspective de sortir un film animé durant cette période troublée est apparue comme étant vraiment suicidaire. Ce qui nous amène au troisième concurrent de Disney qui a suivi le succès de Blanche-Neige, Paul Terry. Celui-ci fonde en 1928 le studio new-yorkais Terry Toons, chez qui il va créer des séries mettant en scène Super Souris, Heckle et Jekyll et Alfalfa, un fermier bourru souvent aux prises avec des animaux facétieux, vedette des premiers films de Paul Terry et dont la carrière va s'étendre sur 5 décennies. Et si j'en parle, c'est que ce personnage va avoir sa petite importance dans ce qui va suivre plus tard. Lorsque Blanche-Neige sort au cinéma en 1937, les courts-métrages de Terry Toons étaient distribués par la 20th Century Fox. Comme Universal avec Walter Lantz et Paramount avec les Fleischer, il est donc tout naturel que la firme fasse appel à ses cartoonistes maison pour sortir un premier long métrage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas l'ambition qui va manquer chez Paul Terry. Si la concurrence choisit d'adapter des contes et des histoires parfaitement accessibles pour tout le monde, pour chaque public, Terry porte son choix sur une tragédie de William Shakespeare, à savoir Le Roi Lear. Dans ce récit, l'un des plus sombres jamais écrits par le dramaturge, on parle d'un roi, père de 3 filles, qui veut diviser son royaume en 3, ce qui va amener la discorde chez sa progéniture, 2 de ses filles étant perfides et la 3e étant déshéritée à cause de son honnêteté. Paul Terry va attribuer le rôle principal au fermier Alfalfa. Étant le personnage le plus récurrent de la filmographie de Paul Terry, apparu dès ses premiers cartoons en 1915 et sa personnalité volcanique sciant à merveille à la complexité du héros de Shakespeare, le choix est particulièrement malin. Malheureusement, comme pour le Aladin de Walter Lantz, le projet est tué dans l'œuf à cause de la guerre et des échecs successifs des films rivaux. Dommage car il eût été intéressant de voir comment Paul Terry aurait adapté l'histoire à sa poésie personnelle et à son style d'humour assez taquin. Pour le troisième film, on va prendre l'avion pour la France, Cocorico, pour vous parler du studio Idéfix. Créé par René Goscinny, Georges Dargaud et Albert Uderzo, ça aurait dû être la principale structure d'animation française au cinéma, le duo derrière Astérix se rêvant d'être les Walt Disney français. Malheureusement, la mort de Goscinny en 1977 des suites d'un infarctus et le retrait de Dargaud et d'Uderzo vont définitivement freiner leurs ambitions. Seuls 2 longs métrages verront le jour, les 12 travaux d'Astérix et la balade des Dalton. Plusieurs projets étaient en cours comme une série animée muette avec Idéfix et un 3e long métrage. Et non, contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne s'agissait pas d'une adaptation d'Is No Good, une autre BD de Goscinny, ni une adaptation d'une bande dessinée tout court en fait, mais d'un projet parfaitement original sous l'initiative du réalisateur Pierre Watrin. Il s'agissait de Jumbo, un film qui devait raconter la vie de Jumbo, le premier éléphant du cirque Barnum. Arraché aux siens dans l'ancienne Éthiopie en 1861, il deviendra l'attraction principale de Phineas Barnum et de son cirque itinérant. Il a traversé l'Amérique du Nord en train et était la coqueluche de la presse. Le pauvre animal mourra percuté par une locomotive.
Pierre Watrin, co-réalisateur sur les autres films d'Idéfix, avait l'intention de créer un nouveau design sur ce film, et on parle d'un certain Gérard Hernandez pour participer au casting vocal. Le projet est avorté à la fermeture du studio Idéfix. Les 3/4 des archives ayant été malheureusement détruits dans une déchetterie, il est difficile de savoir à quelle étape était arrivé le projet avant son abandon. Dommage, car il aurait été intéressant de voir Goscinny, si tant est qu'il faisait office de scénariste, s'aventurer dans un récit dramatique. Retour aux USA et sur le parcours d'un réalisateur qu'on a déjà évoqué, Don Bluth. Et plus précisément, on va revenir sur ses années Disney. À ce moment-là, il était en pleine ascension dans le studio de Mickey, au point d'atteindre le poste clé de directeur d'animation. Mais il ne se sent pas galvanisé par les dernières productions de la firme, celle-ci ne le laissant d'ailleurs pas explorer de nouveaux concepts et s'exprimer librement. Avec l'aide de John Pomeroy et de Gary Goldman, des collègues animateurs, il va faire l'impensable en travaillant sur des projets personnels directement à son domicile, en parallèle de son emploi chez Disney. Il achète du matériel grâce à des stock options et il va aménager son garage pour en faire un studio indépendant. Ils passent leur temps à se faire la main sur des animations complexes, à peaufiner leur savoir-faire déjà acquis et à apprendre par eux-mêmes les subtilités du métier, cherchant toujours à se surpasser et à avoir des idées innovantes. Ils commencent par recréer des séquences célèbres des classiques de Disney, mais très vite ils vont s'orienter vers des récits originaux. L'un d'eux en particulier retient leur attention. Le joueur de flûte de Hamelin. L'histoire très connue d'un flûtiste qui dératise un village en attirant les rats hors de la ville avec sa flûte, mais qui se venge sur les enfants des villageois après que ceux-ci ne l'aient pas payé. L'équipe de Don Bluth commence à travailler sur un potentiel film, mais ils vont rapidement laisser tomber, la faute à un projet jugé trop ambitieux pour eux. Ils se tournent alors vers l'histoire simple d'un chaton séparé de sa famille qui veut retourner parmi les siens. Ça donnera l'excellent court-métrage Banjo le chat malicieux, réalisé en parfaite indépendance et qui sera terminé après le départ de Don Bluth de chez Disney. Peu de temps après, il va sortir un certain film avec une souris qui va sérieusement égratigner Mickey Mouse. Quant au joueur de flûte de Hamelin, la seule chose qui survivra au projet, ce sera une animation test. Petit bond dans le temps dans les années 90, où deux réalisateurs américains se soulèvent face à Disney. Don Bluth, qui réalise notamment Brisby et Fievel et le Nouveau Monde, et Bill Kroyer. Celui-ci sort un premier long métrage, Les aventures de Zack et Krista dans la forêt magique de Ferngully. Le film est un succès d'estime, plutôt remarquable pour un film d'animation non Disney justement. Secondé par sa femme Sue, Bill Kroyer se met aussitôt à plancher sur un nouveau film, sous le titre de Arrow, rien à voir avec la série. Le scénario prévu montre le héros, un détective privé, combattre des morts vivants dans une ambiance de film noir et de magie vaudou. On est bien loin de la féerie de Zack et Krista, on sent l'envie des Kroyer de se détacher de leur premier film et de proposer quelque chose de différent et de plus adulte, voire qui casserait certains codes. Le projet est vendu à Warner Bros et la pré-production démarre sous les meilleurs auspices, et l'ambition sera au rendez-vous. Selon l'animatrice Darlie Brewster, la Warner a carrément invité Arnold Schwarzenegger à visiter le studio de Bill Kroyer et à voir les dessins de production, dans l'espoir qu'il prête sa voix au personnage principal. Le film doit être bourré d'action et d'effets gore. Un pilote est réalisé et animé notamment par des pointures comme Tony Fusil et Doug Frankel. Le projet est hélas tué dans l'œuf par la Warner, et ce pour une raison vraiment lamentable. Car accrochez-vous, ce n'est ni la violence du film, ni la présence de zombies, ni le fait que ce soit un film d'animation tout court qui les a effrayés. Non, c'est le fait que le scénario prévoit une romance interraciale. Ça pourrait être une excuse inventée de toutes pièces par la firme pour qu'elle puisse se désister du film, mais c'est malheureusement la raison qui a été invoquée. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. À la fin des années 80, Steven Spielberg a le vent en poupe. Les films qu'il produit ou réalise cartonnent au cinéma, et après 3 gros succès, il s'intéresse de très près à l'animation. Sa brouille avec Don Bluth va le pousser à créer un studio d'animation par l'entremise d'Universal et de sa société Amblin. Amblimation naît à Londres en 1989, mais s'éteindra 6 ans plus tard faute de succès, après seulement 3 films. Le studio sera en quelque sorte remplacé par le département d'animation de DreamWorks, qui naîtra peu de temps après la fermeture d'Amblimation, emmenant dans son sillage plusieurs ex-employés, parmi lesquels le réalisateur Simon Wells. L'entreprise de Spielberg avait été conçue pour concurrencer non seulement Disney, mais aussi les films de Don Bluth. Plusieurs projets étaient en préparation avant la fermeture d'Amblimation. Il y a évidemment l'adaptation de la comédie musicale Cats, mais on en parlera un autre jour. Crazy Dog, un western avec des chiens, et une comédie musicale nommée Carnival. Tous ces projets ont été mis de côté au profit de Balto, qui sera le dernier film du studio, mais il y en avait un autre dont la préparation était assez élaborée. Il s'agit d'une adaptation d'Histoires comme ça, un roman de Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle. C'est un recueil de plusieurs histoires mettant en scène des animaux.
Le film a été confié à Simon Wells, déjà réalisateur de Fievel au Far West et des 4 dinosaures et le cirque magique, et un script a été rédigé. Le projet est reconnu aujourd'hui pour la beauté de ses dessins préparatoires. Les décors avaient été conçus par Hans Bacher et les personnages par Carlos Granjel. Dommage car on est passé à côté d'un film ambivalent et qui aurait bénéficié du talent des employés d'Amblimation. Bien avant la sortie événement du Shrek de DreamWorks, un autre film aurait dû parodier les poncifs des grands classiques de Disney. Steve Oetkirk, le réalisateur notamment de Ace Ventura en Afrique et de la saga des Fums, a proposé quelques projets de films pour adultes au département d'animation de la 20th Century Fox. Le premier devait être un détournement d'un ou plusieurs animés japonais avec un doublage volontairement mauvais, sous le titre d'Enter the Fist. Je vous laisse épiloguer sur le double sens du titre. Le deuxième projet, intitulé The Little Beauty King, devait être un film réalisé en animation traditionnelle et qui aurait tourné en dérision la période renaissance des studios Disney. Le scénario devait être une parodie trash et cinglante des histoires de princesses attendant leur prince charmant entouré de ses amis enchantés. L'animateur Uli Meyer, qui a notamment travaillé sur Fievel au Far West, sera missionné pour créer la direction artistique. Il réalise donc plusieurs illustrations qui auraient donné le ton visuel du film. On y retrouve bien là le design clinquant et éthéré des dernières productions Disney avec une touche d'humour taquin, comme ce dessin où on voit littéralement la princesse sur son trône. The Little Beauty King sera annulé, et ce pour plusieurs raisons. Le fait que l'animation 2D était de plus en plus délaissée au profit de la 3D, la fermeture de Fox Animation en 2000 suite à l'échec cinglant du Titan After Earth de Gary Goldman et Don Bluth, et les autres projets sur lesquels Steve Oetkirk s'était engagé. Ceci dit, il va quand même reprendre le projet Enter the Fist mais dans une version live, ce qui donnera le très Barry Kung Pao. Concurrencer Disney n'a jamais été une mince affaire, comme vous l'aurez constaté, il aura fallu plus de 60 ans pour que la chose se matérialise réellement. Aujourd'hui, avec l'avènement de studios comme DreamWorks, Illumination ou Sony Animation, c'est devenu quelque chose d'assez banal, bien que ça aurait été un chemin de croix. Disney s'en sortira toujours très bien, mais est arrivé à une époque où la firme ne règne plus sans partage dans le milieu. Il y a aujourd'hui une plus grande diversité dans le milieu de l'animation au cinéma, ce qui est une excellente chose. Et c'est là qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien!